Merci beaucoup. Merci Maxence pour l'organisation et pour l'invitation aussi. Et bonjour à tout le monde. Alors, ma présentation s'intitule Inégale liberté de parole en contexte d'exposition révélée, enquête auprès de viticulteurs et de carottiers. Et puis, je mets le nom de co-auteur parce que j'ai construit cette présentation autour d'un travail qu'on a co-publié avec des collègues euh, dans un ouvrage, comme chapitre d'ouvrage, d'un ouvrage qui s'appelle Exposition aux pesticides, ce qu'en disent les sciences humaines et sociales. Alors, je sais pas comment faire, mais alors pour vous présenter rapidement le contexte de l'émergence de notre questionnement, alors d'un questionnement qui est au cœur de ma thèse, mais aussi d'un projet plus large qui s'appelle Expo Juste. Alors c'était un projet de recherche qui questionnait les raisons pour lesquelles les travailleurs agricoles, qui sont pourtant les premiers exposés aux pesticides et dont l'exposition et les effets sur la santé sont beaucoup plus démontrés, sont quasiment absents des scènes de discussion quand on parle de pesticides. Alors même qu'on attend d'eux qu'ils adoptent de nouvelles pratiques et qu'ils rentrent dans ce processus de transition agroécologique. Alors, donc, le projet Expo Juste questionne ce paradoxe qui est l'absence de ces travailleurs agricoles des débats autour des pesticides, des débats publics médiatisés autour des pesticides. Et au cours de nos travaux, on a réussi à comprendre les processus qui faisaient qu'il y avait une inégalité dans la participation au débat entre travailleurs agricoles d'une part, et là je ne parle pas de leurs représentants syndicaux, je parle bien des travailleurs et des salariés. Donc, il y a une inégalité entre ces types d'acteurs et les riverains dont l'exposition aux pesticides était plus connue et plus véhiculée dans les médias, par exemple. Alors, on a aussi remarqué qu'à l'intérieur même des travailleurs, alors en dehors de cette prise de parole publique, il y a aussi une prise de parole en contexte d'entretien qui était très difficile pour les viticulteurs et plutôt très aisée pour les carottiers parce que notre enquête compare les deux filières, la production de carottes de plein champ et la viticulture en Gironde. Production de carottes de plein champ dans les Landes et viticulture en Gironde. Et donc, quand on a remarqué qu'il y avait cette inégalité de prise de parole, ce qui nous a aussi intrigué, c'est que les discours des carottiers tout à fait aisés sur les pesticides tournaient beaucoup de leur utilité en termes de production et aussi ils avaient le sentiment que c'était une pratique tout à fait normale, préservée, en tout cas tout à fait légitime dans leur contexte productif. Quant aux viticulteurs, on a remarqué qu'ils parlaient très difficilement des pesticides et quand ils en parlaient, leur discours tournait principalement autour des effets des pesticides sur la santé des riverains et des conflits que cela génère et de leurs efforts pour éviter au maximum d'empêcher la survenue de ces conflits. Alors, on s'est donc questionné, on se demandait comment comprendre que pour les viticulteurs, les effets des pesticides soient prioritaires dans leur discours et dans leur approche et dans leur utilisation des pesticides, alors que pour les carottiers, on ne voit pas vraiment de discours concernant les effets des pesticides sur la santé. Alors même qu'ils nous parlent parfois en disant qu'ils connaissent ces effets, mais ce n'est pas au cœur de leurs préoccupations. Donc, notre travail a porté sur la viticulture en Gironde en essayant de diversifier les appellations. On a fait une enquête dans le Médoc, qui est une appellation du Bordelais très prestigieux. On a aussi fait une enquête dans le Blayais, qui est une appellation plus modeste dans Côte de Blaye. Alors, ma présentation ici portera sur les données collectées auprès de ces travailleurs viticulteurs dans le Blayais, qui est donc cette appellation viticole modeste. Et on a aussi donc un corpus d'une quarantaine d'entretiens analysés ici.
Évidemment, on a fait des entretiens avec des salariés, mais que je ne présente pas principalement parce que l'analyse ne porte pas sur ces entretiens. Il y a donc on a enquêté des agriculteurs, mais aussi d'autres types d'employeurs que sont les groupements d'employeurs, les entreprises de travail agricole qui sont très fournisseurs aussi en main-d'œuvre pour ces employeurs-là. On a enquêté des acteurs institutionnels, la MSA, donc c'est la Mutualité sociale agricole, la Directe qui gère le travail agricole et la NEFA euh, qui met à disposition aussi de ces travailleurs de la main-d'œuvre. On a aussi enquêté des lanceurs et lanceuses d'alerte autour des pesticides et puis des acteurs associatifs. On a suivi l'actualité, participé à des discussions, des réunions, des projections, débats, des états généraux entre riverains et agriculteurs pour essayer de comprendre les enjeux pour chacun et les cadrages de chaque acteur dans le débat autour des pesticides. La grille d'analyse qu'on a choisie est une grille d'analyse. Alors du coup, je vais vous parler. Je vais présenter ces résultats. Je vais beaucoup vous parler de capacité. Je vais essayer de vous dire ce que c'est en quelques mots et puis on reviendra là-dessus dans la discussion si nécessaire. Donc, c'est une grille d'analyse qui est l'approche par les capacités créée conçue par l'économiste institutionnaliste Amartya Sen et qui est réutilisée en sociologie du travail notamment et adaptée pour son usage en sociologie. Ce qui est important à retenir, c'est que capacité, ça veut dire liberté d'accomplir des choix individuels, mais qui sont évidemment intégrés dans un contexte social. Et puis cette liberté n'est pas essence, c'est pas spontané, mais c'est plutôt un processus qui du coup fait que elle se construit et se déconstruit dans les relations sociales et pour vous donner une idée schématique de ce que ça veut dire, ce que dit Sen en gros, c'est que les ressources ou les biens premiers ne suffisent pas dans certaines situations à les transformer en capacité ou en liberté d'agir, par exemple, de faire la transition agroécologique qu'on a envie de faire. Avoir des ressources ne suffit pas. Ce que dit Sen, c'est que que ces ressources donnent la liberté d'agir, il faut qu'elle soit convertie en capacité, donc en liberté d'agir. Et pour cela, il faut des facteurs de conversion. Alors, la processus de conversion que je montre là, pour y arriver, il faut des facteurs de conversion qui sont souvent détenus par des institutions. Et donc, tout l'enjeu de la réalisation, de la mise en œuvre de la transition agroécologique qu'on veut dépend de notre capacité ou incapacité à nous saisir ou à accéder réellement à ces facteurs de conversion qui sont détenus par des institutions ou des individus. Et donc, la négociation se joue dans le social. Et évidemment, tout le monde n'y a pas accès au même titre et dans les mêmes proportions. Une fois qu'on a cette liberté d'agir, eh bien, il faut pouvoir agir concrètement et selon la capacité d'avoir ou de ne pas avoir ces ressources, d'avoir ou de ne pas avoir accès à ces facteurs de conversion qui sont les dotations institutionnelles, les lieux de discussion autour de la transition agroécologique. Eh bien, tout cela dépend fortement, d'après Sen, d'une autre variable qui est le contexte social, qui nous permet de définir ce qui est valorisable et ce qui ne l'est pas, quel type de préoccupation vis-à-vis des pesticides on peut avoir ou on ne peut pas avoir. Et j'espère que ça va être un peu plus clair quand je vais vous présenter les résultats. Dans tous les cas, notre constat des départ montrait déjà, et comme je vous le disais, comme les viticulteurs du Blayais sont d'une appellation modeste, on peut se dire, ils n'ont pas les mêmes ressources que les carottiers de plein champ, qui, eux, sont plutôt des carottiers de firme et qui ont une grande production et ne semblent pas, dans notre observation, égaux pour faire face à la remise en cause sociale des pesticides, donc les mobilisations autour des pesticides et les contestations des riverains et tout ça. On a donc fait l'hypothèse que cette inégalité résulterait principalement de processus de mise en capacité des carottiers et de mise en incapacité des viticulteurs dans la formulation d'un point de vue professionnel sur les pesticides et de ce qu'ils ont envie
d'en faire pour en sortir, pour les limiter ou pour ne pas en sortir aussi. Les principaux facteurs donc de mise qui génèrent cette inégalité se retrouvent d'une part dans les ressources, mais combinés avec ces facteurs de conversion dont je parlais, et aussi le contexte social. Donc, c'est trois dimensions à vérifier et à étudier quand on veut utiliser la grille d'analyse des capacités. Il ne s'agit pas pour autant de considérer que les ressources associées à leur position sociale soient systématiquement génératrices d'inégalités. Hein, on considère, et l'approche par les capacités s'aligne avec la sociopragma pour convenir que c'est toujours la combinaison située dans un contexte localisé et révisable qui permet finalement de générer d'inégales capacités. Donc, ce qui nous intéresse, en dehors de leurs ressources qu'on sait déjà être disproportionnées, c'est surtout les situations différenciées qui est caractérisées par leur environnement, les relations qu'ils entretiennent avec les différents acteurs du filière. Tu parlais tout de suite de la FNSEA, le CIVB qui est l'institution locale girondin qui détient assez de pouvoir quand on parle de vin de Bordeaux, et les acteurs, les différents viticulteurs, selon leurs ressources, n'ont pas forcément accès à ces institutions dans les mêmes proportions. Donc, on va essayer de voir comment les situations locales jouent sur les accès et non-accès à ces ressources-là. Notre objectif est de comprendre donc comment se construit et se déconstruit leur liberté d'action face à l'utilisation des pesticides. Donc, je vais d'abord vous présenter les préoccupations et contextes productifs associés, donc pour les carottiers et pour les viticulteurs. Je vais aussi vous présenter les facteurs de conversion qu'on a identifiés qui facilitent ou entravent la prise de parole de ces acteurs, et aussi l'importance que revêt la construction socio-spatiale de l'exposition, de leur exploitation, dans la définition de ce qui leur semble valorisable en termes de débat autour des pesticides. Donc, on voit donc que les préoccupations des uns et des autres sont ancrées dans des contextes productifs très différents. Les mondes productifs auxquels ils appartiennent, ces deux acteurs, ne sont pas pareils. Je vous le disais tantôt, les carottiers sont plutôt des carottiers de firme, donc ils sont une production de type industriel. Pour vous donner une autre idée, ceux qu'on a rencontrés ont entre 1000 et 2000 hectares chacun. Donc, ce sont des grosses productions intensives. Alors que les viticulteurs qu'on a rencontrés sont des viticulteurs qui détiennent des petites exploitations familiales, à peu près 12-13 hectares en moyenne. Ces carottiers donc et ces viticulteurs n'adressent pas non plus leurs produits au même type de consommateurs. Les carottiers ont des produits de type standard. Ils fournissent les grandes distributions, donc Carrefour, Auchan et consorts. Et puis, les viticulteurs du Blayais produisent des vins de qualité sous appellation d'origine protégée, donc avec un cahier des charges beaucoup plus strict et contraignant. Ils vendent principalement en vente directement des consommateurs sur des marchés, dont des voisins, le voisinage. Ça aura tout son sens plus tard dans ce que je dirais. Leur préoccupation au sujet des pesticides, évidemment, ils ont tous les deux des préoccupations productivistes, productivisme, des préoccupations autour de la production et de la nécessité technique des pesticides pour protéger la vigne, comme nous le disent les viticulteurs. La vigne, il faut la protéger de plusieurs maladies, évidemment, lors du cycle végétatif. Et puis, ils font face, dans un contexte girondin, en tant que petits producteurs, à une situation de mévente, donc moins de consommation de leur vin d'appellation modeste, et des exigences de plus en plus importantes de la part des consommateurs qui veulent un vin de qualité, un vin bio et un vin moins cher. Donc, très contraignant pour eux à produire, et les acteurs de l'aval, donc les négociants, les grandes coopératives, qui eux aussi agissent fortement sur eux pour faire face eux aussi à la demande des consommateurs. Ils vivent dans un contexte où on a remarqué qu'ils font face à une forte incertitude par rapport à l'avenir de la production viticole en Gironde, dans un contexte où les mobilisations sont grandissantes,
où l'utilisation des pesticides est fortement contestée et où, en tant que producteurs, leur exploitation peine de plus en plus à survivre. Quand on leur a créé un espace de débat dans le cadre d'une recherche-action, par exemple, que j'ai pas particulièrement menée, mais que j'ai suivi, euh, ils ont montré que ce qui les préoccupe avant tout, c'est de discuter avec les acteurs locaux, avec les riverains, pour définir ensemble quel genre de viticulture on veut pour le monde de demain et qu'est-ce que la place que les pesticides occupent ou n'occupent plus dans cette forme de viticulture. Et donc, on voit donc que les préoccupations même productives sont orientées vers une recherche de solutions en commun avec avec les riverains, les acteurs locaux. Contrairement aux carottiers qu'on a vu, eux, leur préoccupation du moment quand on est allé les voir, c'est qu'il y a eu des retraits de molécules, donc de pesticides désherbants très importants pour eux du marché, ce qui a fait ils se sont retrouvés en difficulté. Donc, ils ont décidé d'embaucher une main-d'œuvre locale, une main-d'œuvre étrangère pour désherber manuellement après l'utilisation de ces pesticides quand ça s'avère inefficace. Ce qui leur importe donc, c'est de trouver des solutions rapidement pour anticiper d'éventuels retraits des pesticides sur le marché dans un contexte où les retraits de molécules deviennent de plus importants parce qu'on est en cours dans cette transition agroécologique et qu'on est en train de vouloir réduire les pesticides les plus toxiques et les plus efficaces. Plus c'est toxique, plus c'est efficace. Et donc, plus on retire les plus toxiques et plus eux, ils vont faire face à des difficultés. Et donc, pour ça, ils investissent dans des techniques agronomiques, par exemple, la rotation des cultures, les faux semis, pour réduire leur dépendance aux produits. Mais il y a quand même, ils n'y arrivent pas complètement. Donc là aussi, ils investissent dans des technologies très sophistiquées comme la robotisation, le désherbage laser, et ils se sont réunis en association qui s'appelle Carottes de France, et au sein de cette association, ils financent ce genre de solutions, de recherche de solutions. Donc, leur discours est très orienté sur des enjeux techniques, l'utilité des pesticides pour eux et les difficultés que ça leur pose et les moyens qu'ils mettent en place pour faire face à cela. Il est aussi important de souligner que contrairement aux viticulteurs, ils ont la possibilité d'agir sur l'aval, donc sur les consommateurs, les ventes, leurs plus grands clients. Ils produisent des signes de qualité, donc ils définissent eux-mêmes les normes de qualité, donc ce qui leur facilite un peu plus la production. Quant aux viticulteurs, quant à la dimension sanitaire dans leur discours, évidemment, les deux parlent de l'enjeu sanitaire, mais de façon très différente. Pour les carottiers, ce qui importe, c'est une fois que les pesticides sont autorisés par l'ANSES, donc c'est l'organe national qui autorise les pesticides, une fois que c'est autorisé, eux, ils se disent qu'ils n'ont plus à faire attention aux conséquences éventuelles sur qui que ce soit du moment où ils respectent les règles prescrites, donc utilisation de combinaisons, d'équipements de protection. Une fois qu'ils respectent les règles, le problème est réglé pour eux. Il n'y a pas à réfléchir plus aux conséquences. Donc, c'est à l'ANSES comme le dit ce viticulteur, il faut que l'ANSES fasse son boulot. Si les produits sont aptes à être utilisés, c'est de leur responsabilité. Et donc, les effets sur la santé, ce n'est plus leur affaire. Il faut dire que eux-mêmes ne traitent pas. Ils ne manipulent pas ces produits. Ils ont les moyens de le faire par des salariés. Pour les viticulteurs, on remarque qu'ils sont soumis aux mêmes normes que les carottiers, donc respect des zones de non-traitement, par exemple. C'est des zones entre les habitations et les parcelles où on n'a pas le droit de traiter selon la toxicité de chaque pesticide. Et eux, ils respectent eux-mêmes ces normes, à la différence qu'ils manquent de ressources financières, juridiques, cognitives et le temps pour le faire. Il y a de nombreux travaux, donc notamment de Jean-Noël Jouzel et Giovanni Prêtre, de Colline Salaris aussi qui le montrent. Ils ont des ressources, ils ont aussi des injonctions contradictoires, c'est-à-dire qu'on les invite à réduire l'utilisation des pesticides, mais en même temps, du point de vue légal, la préfecture les oblige parfois à utiliser des pesticides pour lutter contre certaines maladies, par exemple le mildiou. Ils ont l'obligation de traiter quand la préfecture les invite à le faire. Donc, parfois, de nombreuses injonctions
contradictoires qui les empêchent parfois d'être entièrement décideurs de ce qu'ils font. Ils participent aux tâches, ce qui est très différent des carottiers. Eux-mêmes, ils manipulent ces produits. Et au contraire, dans un contexte où il y a beaucoup de publicité autour des effets des pesticides dans leur contexte girondin, ils prennent sur eux la réalisation des tâches potentiellement les plus exposantes aux pesticides, donc la manipulation directe. Ils le font dans le but de protéger le salarié ou leur famille, ou aussi dans le but d'éviter d'éventuelles poursuites en cas d'effet sur la santé. Donc, c'est eux qui prennent en majorité en partie la charge de l'exposition. Malgré cela, ils sont incapables de discuter des pesticides avec leurs riverains parce qu'ils ont peur que cela fasse suspicion et que les riverains finissent par les attaquer si jamais ils ont des problèmes de santé, qu'ils considèrent que ce sont leurs pesticides. Le deuxième point que je vous avais annoncé, ce sont les facteurs de conversion. Donc, une fois qu'ils ont beaucoup de ressources ou pas assez de ressources, est-ce qu'ils ont à disposition des institutions qui leur mettent en place des dispositifs qui leur permettent néanmoins de faire face à la contestation des pesticides, de sortir de leur utilisation, de réduire ces utilisations ou pas, ou en tout cas de réaliser leur modèle de transition agroécologique qu'ils considèrent comme étant valorisable. Là-dessus, on a vu que l'association Carottes de France, dont je vous parlais tout à l'heure, est une association qui est qui accompagne fortement les producteurs de carottes. C'est une association d'abord reconnue par le ministère de l'Agriculture. Ils sont installés dans la filière de carottes. Ils discutent au sein de cette association les défis futurs liés à la transition agroécologique. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ils investissent, ils mettent en commun des ressources, ils ont des financements et ils investissent dans la recherche de solutions très technologiques et sophistiquées. Ils ont aussi la possibilité de mobiliser des ressources publiques, notamment ils travaillent avec des chercheurs de l'INRAE, pour essayer de voir de nouvelles pratiques culturelles qui leur conviennent et donc financées par la recherche publique et adaptées à leurs préoccupations à eux. Ils mènent aussi des actions de lobby, notamment quand il y a un pesticide qui est retiré du marché. Cette association peut négocier et a réussi à négocier des dérogations et permet aux producteurs de carottes de continuer à les utiliser autant que possible, même après le retrait du marché. Ils ont aussi, par exemple, réussi à négocier, à obtenir la modification de cahiers de charges stricts et qui réduisent l'utilisation de pesticides, comme l'agriculture biologique, et ils ont réussi à le négocier pour l'adapter à leurs conditions et à leur marché. Ce qui est important aussi, donc, en conclusion, c'est Carottes de France est sert de lieu professionnel qui est un facteur de conversion très important. Quand on détient les ressources, il faut un espace où on met en commun ces ressources autour d'une cause commune qu'on identifie et qu'on accepte d'investir pour aller dans le même sens. Sinon, les ressources seules ne suffiraient pas. Donc, c'est un lieu professionnel très capacitant pour les carottiers, mais pas pour les maraîchers, qu'on a aussi enquêté et qui, eux, du fait de la taille de leur production et de leur préoccupation vis-à-vis des pesticides, n'ont pas pu trouver leur place dans ce contexte associatif. On s'est donc demandé si une instance comme Carottes de France existe pour les viticulteurs. Si ça existe, le CIVB, par exemple, ou la cave du Titiac, qui est la plus grande cave coopérative de Gironde et qui travaille avec ses viticulteurs, est gouvernée par les grands crus et les négoces. Donc, ces petits producteurs n'y trouvent pas leur place. VitiRêve est un programme régional qui met les solutions technologiques qu'il propose sont inaccessibles à ces travailleurs. Les solutions sont, par exemple, les pulvérisations de précision. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des pulvérisateurs de nouvelle génération qui servent à épandre les pesticides en réduisant la dérive. Et ce sont des équipements qui coûtent très cher et trop cher pour ces types de viticulteurs. Ils investissent aussi, VitiRêve investit aussi dans les outils numériques d'aide à la décision pour contrôler la météo, savoir quand est-ce qu'on traite ou pas avec des pesticides.
Et donc, leurs outils ne sont pas accessibles. Et dans tous les cas, ce qui est important, c'est que ces outils ne sont pas conformes à ce que ces travailleurs viticoles valorisent comme étant la bonne transition pour eux. Ce qui leur importe, eux, c'est de voir comment tester de nouveaux produits, donc comment trouver des alternatives aux pesticides et les tester et pouvoir les utiliser. Alternatives pas très coûteuses parce qu'ils ont peu de ressources et efficaces quand même, comme les purins, les produits de biocontrôle et les algues, par exemple, pour traiter tout en étant pour sortir des pesticides, mais en continuant à produire quand même avec des alternatives. Et ces alternatives ne sont pas la priorité de la plupart des institutions qui pourraient mettre ça à leur disposition. Un autre facteur qui est très important, c'est que les deux évoluent dans deux contextes très différents. Les viticulteurs en Gironde font face à une très grande publicisation des effets des pesticides. Donc, ils évoluent dans un contexte d'exposition révélée où il y a des lanceurs et lanceuses d'alerte qui sont très connus même au niveau national et qui portent des associations de riverains, des acteurs, des associations environnementalistes en Gironde qui sont très connus et très mobilisés autour des pesticides. Et donc, le cadrage qui est de diffuser les effets des pesticides sur la santé a un double effet sur les travailleurs viticoles de leur région. C'est-à-dire que ça leur permet de se sentir aussi victimes des pesticides parce qu'ils sont aussi exposés, parce que ces associations les montrent comme aussi des victimes parce qu'ils sont les premiers exposés. Mais d'un autre côté, comme ils sont aussi pollueurs, ils n'arrivent pas à fonctionner auprès de ces associations et à porter les mêmes discours que ces associations à cause de leur double identité de victimes, aussi de co-responsables de l'exposition. Donc, dans ce contexte, ils n'arrivent pas à se porter aussi comme partie prenante de ces associations. D'un autre côté, l'exposition n'est pas révélée pour dans les cultures de carottes. Déjà, la situation géographique des carottiers, ils sont très isolés de toute habitation. Les seuls riverains qu'ils aient, les seuls habitants autour de leur parcelle, ce sont leurs propres salariés qui, pour la plupart, ne disent rien au sujet des traitements autour, alors que la viticulture est imbriquée dans le maillage urbain avec plein de voisins à côté et donc potentiellement très observateurs et qui peuvent dénoncer des effets liés aux pesticides. On voit donc un effort environnemental très conséquent chez les viticulteurs qui essayent de limiter les conflits avec le voisinage, essayent de changer leurs pratiques et se plaignent du fait que ce n'est pas très visible parce que plus ils utilisent des produits moins nocifs et plus ils ont besoin de traiter plus fréquemment parce que quand c'est moins toxique, ben c'est moins efficace. Et plus ils traitent, plus les voisins sont suspicieux de leur nuage de traitement qui passe. Et donc, plus ils s'attirent des problèmes. Alors que les carottiers, ils n'ont pas ce genre de problème. Et de toute façon, leurs seuls voisins sont leurs propres salariés et ne disent rien par rapport à cette exposition. Alors, je m'arrête là pour dire que il y a d'autres aspects aussi, notamment le fait que les carottes soient des légumes racines. On fait moins directement le lien avec les pesticides. Les vignes, c'est des fruits. On voit tout de suite le produit qui s'y dépose. Et donc, tous ces éléments font que finalement, dans un contexte d'exposition révélée ou d'exposition non révélée, on n'a pas les mêmes soucis à se faire. Et quand on a plus de ressources, on peut faire face un peu plus facilement aux effets des pesticides, aux dénonciations. Merci beaucoup.